Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce troisième webinaire 2025 de Genium 360 qui porte sur la thématique des technologies émergentes au Québec. Je m'appelle Oriane Morier, je suis journaliste technoculturelle, puis je vais être l'animatrice de ce webinaire comme des deux précédents. Ce webinaire-ci, donc le troisième, le dernier de cet hiver 2025, va porter sur tout ce qui est en fait dernière nouveauté numérique dans le bâti. Notamment, on va parler du BIM, on va parler de l'intégration de l'intelligence artificielle, on va parler de la création de jumeaux numériques, etc., etc. Et pour ce faire, eh bien, nous avons un duo de choc. Oui, on va dire ça comme ça. Donc, Ivanka Yordanova, professeure et chercheur à l'ETS et membre du GRID, et Lieu Dao, gérante innovation chez Pomerlo. Merci beaucoup, Ivanka. Merci beaucoup, Lieu, d'avoir accepté notre invitation. Donc, pendant 30 minutes à peu près, on va avoir une présentation d'Ivanka et de Lieu. Et cette présentation va être suivie de quelques questions que je vais poser pendant peut-être 5-10 minutes. Puis, on va ouvrir, bien sûr, les questions au public pendant le temps restant. D'abord, avant de passer la balle à Ivanka et à Lieu, j'aimerais vous présenter nos deux expertes. Je vais commencer avec Ivanka. Donc, Ivanka Yordanova est professeure au département de génie de la construction à l'ETS à Montréal et elle est aussi co-directrice du GRID. Sa recherche porte sur les leviers technologiques pour la réalisation de bâtiments et d'infrastructures de qualité, par exemple le BIM, la Lean Construction et la fabrication robotique. Elle possède une excellente connaissance du milieu bâti puisqu'elle a travaillé plus de 7 ans chez Pomerlo en tant que directrice innovation et virtual design et construction. Elle est diplômée en architecture et détient un doctorat en aménagement de l'Université de Montréal. Liudao est quant à elle gérante innovation senior chez Pomerlo et participe activement à la transformation numérique de l'industrie de la construction au Québec. Elle travaille actuellement sur des projets complexes, industriels, institutionnels et commerciaux et elle est impliquée en fait dans tout le cycle de vie des projets livrés par Pomerlo. Elle partage également son expertise avec la Relève et enseigne 2 cours de maîtrise à l'ETS et elle possède elle-même une maîtrise en gestion de la construction de l'ETS. Ivanka, Lieu, encore merci beaucoup d'être là et je vous cède la parole pour votre présentation. Vous pouvez partager votre écran, puis également cocher le petit coche pour le son si jamais vous voulez partager du son. Merci beaucoup pour la présentation, Ariane. Oui, on est en train de partager l'écran. Et comme ça. Simplement pour vous dire également qu'on avait à peu près 600 personnes inscrites pour ce webinaire et on est déjà à 513 personnes présentes actuellement. Super, c'est incroyable le nombre de personnes qui vont nous écouter. On est vraiment joyeux, on est fiers et on espère qu'on va être à la hauteur des attentes. Donc, je vais te laisser la parole de commencer par juste peut-être dire un mot par rapport au titre. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, avec Ivanka, on est très content de pouvoir partager notre expérience, ce qu'on sait aussi, puis qu'est-ce qu'on fait pour en ce qui concerne la technologie en construction, puis qu'est-ce qui se fait concrètement aussi dans l'industrie. Donc voilà, on va commencer. Oui, on se trouve à l'ETS, à l'École de technologie supérieure. Et donc, comme vous voyez de cette diapo-titre, il va y avoir deux points de focaux de notre présentation. Un sur la pratique très innovante chez Pomerleau et l'autre point sur la recherche et la formation et l'éducation qui nous viennent de notre université et aussi du groupe de recherche. Alors, voilà, je vais commencer moi avec la recherche et la formation, puis lui va continuer avec le parcours de Pomerleau, les défis et le futur. Mais enfin, tout le monde, toutes les deux, on va travailler le futur, je Oui. pense. Alors, Ivanka, c'est moi, comme vous avez compris. Je commence par la présentation de GRID parce que ce groupe de recherche en intégration et développement durable dans l'environnement bâti, c'est en fait un groupe qui œuvre pour l'innovation dans la construction depuis déjà 15 ans, 20 ans même bientôt.
Et on est quatre professeurs maintenant, suite à professeur fondateur qui était Daniel Forg il y a plusieurs années, mais il vient de prendre sa retraite. Donc maintenant, c'est Éric Poirier qui est directeur de GRID, mon collègue Ali Motamedi, moi-même et Gabriel Joubidon. La grande bande d'étudiants que vous voyez en bas, c'est en fait des chercheurs, des étudiants en la maîtrise et au doctorat qui sont en train de faire de la recherche de pointe ici avec nous au GRID. Et c'est une photo de notre symposium annuel. Chaque automne, on fait le symposium Innover ensemble, qui, par son nom, en fait, dit qu'on innove ensemble avec l'industrie. Parce que, comme vous savez, dans la construction, il n'y a pas de recherche fondamentale comme telle. Tout se fait ensemble avec l'industrie. Et voici en fait le parcours de 20 ans de notre groupe de recherche. Vous pouvez voir autour de 2010, on a commencé à créer des chaires de recherche industrielle avec l'industrie. Autour de 2012, une première chaire de recherche avec Pomerleau a été créée et avec Hydro-Québec aussi à l'époque. Cette chaire de recherche a donné lieu 5 ans plus tard à une autre chaire de recherche avec 11 partenaires industriels et publics. Donc ça, c'est celle que vous voyez. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas mon curseur. Mais c'est celle que vous voyez. Ah oui, voilà, Et si on voit ici, ton curseur? pour 2018. Oui, et donc aujourd'hui, on est en train de... Non, ça va écrire. C'est le pointeur laser. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ah, super. Oui, merci. Euh, et comme vous voyez aussi, mis à part la recherche directement avec des compagnies de construction ou des donneurs d'ouvrages publics, on a aussi beaucoup d'activités dans la société, dans le sens que on a développé un programme très fort de activisme qu'on appelle. Donc, on accompagne les donneurs d'ouvrages publics. On a créé un manifeste pour le numérique dans la construction qui a fait de sorte que finalement la construction a pris sa place dans la transformation numérique de l'industrie de Québec. Donc, c'est quelque chose d'assez important parce qu'avant, on ne considérait pas qu'en construction, on pouvait faire de l'innovation numérique, etc., etc. Et aujourd'hui, ben, on est en train de travailler ensemble avec plusieurs donneurs d'ouvrages publics sur la mise en place et l'accompagnement de cadre de la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Euh, Ici, une panoplie de partenaires publics et privés avec lesquels on travaille. Bien sûr, on travaille aussi avec beaucoup de partenaires universitaires, mais je ne les ai pas mis ici. Alors, c'est quoi la mission de notre groupe de recherche? C'est de transformer l'enseignement et la pratique de la construction pour un environnement bâti durable par la recherche et l'intervention active en industrie. Vous voyez ici une image de notre site web. On l'a refait l'année passée et vous voyez en fait, les pistes de recherche qui commencent par le BIM pour la gestion du cycle de vie de l'information des actifs bâtis. Après, on a peut-être le thème qui est le plus futuriste, jumeaux numérique et intelligence artificielle en passant par l'industrialisation et l'automatisation de la construction. Et quelque chose de très important dont on pense rarement quand on parle d'innovation numérique dans la construction, c'est l'encadrement législatif et réglementaire et contractuel des contrats dans la construction. Bien sûr, on passe par la collaboration et l'intégration de toutes les parties prenantes dans l'industrie. Et tout ça, on fait dans un objectif de développement durable et économie circulaire. Donc, ça s'exprime aussi dans le nom de notre groupe de recherche. Après ça, je vais rapidement passer sur nos espaces dans l'ETS. On a un laboratoire multifonctionnel de co-création, mais aussi qui s'appelle Big Room, si vous êtes au courant avec
la terminologie de Lean Construction ou de processus de conception intégrée. Et on a aussi un laboratoire avec des robots, avec des bras robotiques qui servent soit à la recherche, soit à la formation. Donc, la recherche, j'ai déjà mentionné plusieurs fois le BIM. Alors, c'est quoi le BIM? C'est le Building Information Modeling et il s'agit d'une base de données en trois dimensions ou en plus de trois dimensions, dans le sens on peut ajouter le temps, on peut ajouter le coût, etc., des simulations. Et cette base de données qui englobe, qui met ensemble les modèles et les bases de données qui viennent de toutes les disciplines, donc architecture, structure, plomberie, ventilation, enfin, indépendamment de bâtiments. Cette base de données va servir comme objet de référence, d'analyse et d'extraction de données pour tout le monde qui travaille autour du projet. Donc, toutes les parties prenantes pendant tout le cycle de vie d'un projet ou d'un actif bâti. Et ça fait quelques années déjà, l'industrie de la construction, les donneurs publics en fait d'ouvrages au Québec ont mis en place une feuille de route gouvernementale pour le BIM. Et cette feuille de route gouvernementale, vous voyez ici tous les donneurs d'ouvrages qui font partie aujourd'hui de cette feuille de route. Ils visent l'implémentation de BIM de plus en plus dans la pratique de la construction et de la gestion des actifs au Québec. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Je vous ai mis ici le lien vers le document lui-même. Mais ça veut dire que chaque donneur d'ouvrage, vous voyez ici la Société québécoise des infrastructures qui est peut-être la référence dans cet aspect de l'innovation au Québec aujourd'hui. Ils vont dire quelle année, quel type d'innovation ils vont adopter et pour quel type de projet. Donc, vous voyez ici, il y a des innovations qui vont être adoptées pour tous les projets de plus de 10 millions, par exemple, etc., etc. Donc, je me demande, Liu, est-ce que tu as vu des changements? Est-ce qu'il y a plus de demandes, plus de donneurs d'ouvrage qui demandent l'utilisation de BIM aujourd'hui? Oui, d'ailleurs, moi, je travaille sur beaucoup de projets publics, donc on applique, on implémente le BIM, mais aussi beaucoup de différentes technologies. Et ce que je remarque aussi, c'est dans le secteur privé qui se base aussi sur cette feuille de route-là pour demander qu'on implante le BIM dans les projets. Et en plus, maintenant, c'est les entrepreneurs qui nous demandent est-ce qu'on peut travailler en 3D pour que ça aille mieux, ça aille plus vite. Donc, je vois une grande différence maintenant versus il y a 10 ans. Ouais. Donc, je ne vais pas lire toutes ces items-là, mais c'est en fait le pourquoi notre groupe de recherche accompagne les donneurs d'ouvrage dans la mise en place de cette feuille de route, parce qu'on s'attend vraiment que l'industrie de la construction sorte de cette dernière place en innovation et se place vraiment beaucoup plus haut. Et c'est super intéressant de travailler aujourd'hui dans la construction parce qu'on voit une effervescence dans l'innovation. Alors, ça, c'est avec un peu plus de détails, tous les usages de BIM qu'on est en train d'explorer et d'essayer de faire de sorte qu'une modélisation puisse répondre à tous les usages qui vont être demandés pour un projet. Donc, j'ai oublié de dire, mais ici à gauche, vous voyez l'équipe ou les équipes de professeurs et d'étudiants gradués qui travaillent sur chaque projet. Puis je suis sûre que j'en ai omis plusieurs parce que il y en a qui ont fini, il y en a qui sont aujourd'hui étudiants encore. Maintenant, on passe un peu plus dans le futur avec des projets de recherche qui visent l'industrialisation de la construction, par exemple la préfabrication, la construction hors site, mais aussi l'automatisation, par exemple, de relevé de données sur chantier. Vous voyez à gauche un petit robot mobile qui se promène pour cueillir les données sur un chantier. Puis à droite, un bras robotique qui est en train de bâtir un mur qui est assez, avec une forme assez
difficile à construire par un ouvrier. Alors, on est en train d'apprendre aux étudiants à ne pas avoir peur, puis à savoir comment utiliser ces outils-là dans la construction, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore une pratique assez répandue. Euh, Autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le travail sur le jugement numérique d'actifs bâtis. Et ici, euh, un projet de jugement numérique d'un bâtiment. Donc, c'est des codes couleurs qui représentent les valeurs qui viennent de différents types de capteurs. C'est surtout le groupe de recherche le sous-groupe de recherche de mon collègue Ali Moutamedi qui développe ce type de jugement numérique avec les étudiants. Mais le jugement numérique, ça peut être appliqué aussi à des infrastructures civiles. Pardon, je vais mettre là. Je parle la vidéo. Euh, mais pour la santé structurelle de ce pont, il y avait plusieurs capteurs euh, qui étaient mis en place. Bon, c'est pas grave. Euh, on peut voir en temps réel enfin, une quantité incroyable de données. Oui, je vois. Et encore une fois, on est capable pas seulement de suivre la santé structurelle de pont, mais aussi de prévoir qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, la température va augmenter, la température ambiante, je veux dire, etc. Industrialisation de la construction, j'ai déjà mentionné préfabrication, construction au site, etc. Et la dernière abréviation, c'est Design for Manufacturing and Assembly. C'est un principe qu'on est en train de transmettre, plutôt d'adopter et qui nous vient de l'industrie manufacturière. Et on se rend compte, surtout de l'expérience d'autres pays, qu'il y a beaucoup de bénéfices de l'industrialisation de la construction au niveau économique, social, environnemental. En fait, il y a plein de bénéfices qu'on ne se rend même pas compte, on n'y pense pas. Mais pour l'instant, notre industrie manque d'expérience, manque de connaissances et aussi l'acceptabilité culturelle, sociétale n'est pas là. Donc, il y a plusieurs étudiants qui travaillent pour faciliter la vie des concepteurs, par exemple, ou donc ramener des données, des méthodes qui vont être utilisées pendant la fabrication, en amont dans la conception, pour que le projet qu'on va concevoir soit fabricable, par exemple. Euh, j'ai déjà mentionné aussi que le contexte contractuel et réglementaire est très important pour qu'on puisse mettre en place ce type de conception collaborative et toutes les innovations dont on parle, parce que ce sont des innovations systémiques et tout le monde qui participe dans un projet doit s'y mettre. Et de là, en fait, on a un de mes collègues qui est en fait avocat, même s'il est dans le département de génie de construction, et il est spécialisé sur la réalisation de projets intégrés ou Integrated Project Delivery en anglais, qui met ensemble tous les participants dans le projet et qui vont à la fin du projet en fait, partager les bénéfices et aussi les doléances, les risques. Euh, j'ai mentionné aussi la circularité dans la construction et un des principes de la circularité, c'est de pouvoir adapter des bâtiments ou des parties de bâtiments pour de nouveaux usages et non pas et ne pas de tout démolir pour construire de nouveau. Alors, il y a des étudiants qui travaillent aussi sur cette thématique-là et il y a un cadre conceptuel de conception d'un bâtiment qui vise à être adaptable dans le temps, qui a été mis en place et les deux, en fait, parties ou les deux caractéristiques d'un bâtiment, c'est que
Le bâtiment doit pouvoir vivre longtemps, mais aussi il doit y avoir une facilité de changement de certaines couches de bâtiments, comme par exemple les installations ou la distribution intérieure. Et vraiment regarder vers le futur, c'est des projets qui touchent à l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup, mais un de mes collègues, Ali Motamedi, il est vraiment spécialisé dans l'intelligence artificielle et souvent il applique le côté apprentissage machine, deep learning, etc., ou vision par ordinateur dans des différents projets, que ce soit en lien avec des Internet des objets ou avec BIM, et surtout pour faire des digital twins. Et une autre petite application de intelligence artificielle, c'est pour générer de l'art qui va nous inciter éventuellement à avoir un comportement plus environnemental, plus environnement durable. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la formation? Ben, je peux vous dire que presque toutes les innovations, les recherches qu'on est en train de mettre en place et de développer, on les verse dans nos cours. Vous voyez qu'on a deux programmes au niveau maîtrise, un programme court et un DESS en BIM et innovation numérique. Il y a une panoplie d'une douzaine de cours qui couvrent tous les aspects d'utilisation de BIM, mais aussi la fabrication numérique et la construction hors site, la gestion du cycle de vie de l'information, intervention systémique en entreprise et aussi dernièrement BIM et GIS pour l'infrastructure civile. Donc, c'est tout de mon côté. Je donne Merci. la parole à Lieu. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer à apporter un peu plus de concret dans ce que Ivanka vient juste de vous présenter. Mais avant, j'aimerais bien aussi vous présenter Pomerleau. Donc, on a 60 ans d'histoire. Tout a commencé en 1970 à Saint-Georges-de-Beauce pour construire une école. Et maintenant, on arrive à près de 5 milliards de dollars de carnet de commandes avec des projets de plus en plus gros et plus complexes. Alors, on est rendu à plus de 5 000 employés. Je viens juste de le dire, là, un revenu de 5 milliards par année, des projets très variés. Avec aussi, on a des filiales ITC qui est plus dans l'Ouest canadien, Boréa qui fait de la construction pour l'énergie renouvelable, les éoliennes, etc. Puis aussi, on a une filiale d'investissement pour Pomerleau de Capital. On a des bureaux à travers le pays. Puis, j'ai la chance aussi de pouvoir travailler sur différents types de projets, des projets bâtiments, des gros bâtiments complexes, industriels. J'ai des collègues qui travaillent sur les projets civils et infrastructures. Je vais vous montrer quelques exemples tantôt avec l'application de différentes technologies, puis des projets majeurs comme le REM, les projets au stade olympique, puis les projets de tunnels, même à Montréal, mais aussi dans l'Ouest canadien, le Fraser Tunnel, donc avec nos partenaires aussi dans l'industrie de la construction. Donc, j'aimerais faire un survol sur le parcours de l'innovation de Pomerleau. On a commencé en 1999 avec la création de l'équipe IT de programmation pour, euh, pour enfin avoir la création du département BIM en 2011. Et en 2012, on a la chaire industrielle Pomerleau. Puis, comme Ivanka a mentionné tantôt, on a continué aussi avec la chaire industrielle plus tard en 2018 avec d'autres partenaires de l'industrie parce que le BIM, c'est la collaboration. Il faut travailler aussi. On ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler avec les autres partenaires aussi pour améliorer l'industrie ensemble. Puis, on a aussi une chaire industrielle Pomerleau aussi avec la Polytechnique, avec d'autres sujets de recherche, bien sûr. Puis en 2019, on est très fiers d'avoir commencé à utiliser Spot, la robotique. On a aussi créé notre équipe en excellence opérationnelle. Puis ensuite, en 2020, on a bien sûr toute la cybersécurité avec la transformation numérique, mais il y a aussi cette portion-là qui est quand même très importante, la sécurité des données. Donc, de plus en plus, avec la transformation numérique, l'intégration des technologies, c'est quand même important de pouvoir être en contrôle
de nos données. Donc là, on a toute une grande restructuration pour l'innovation. Donc, on est rendu dans l'équipe près de 200 personnes qui va se concentrer sur la programmation, sur la gestion de l'infrastructure informatique, mais aussi sur la recherche et développement, puis aussi sur l'application en chantier des différentes technologies. En 2021, on a intégré davantage des technologies pour les projets en civil et infrastructure. Donc, on a une équipe dédiée à travailler pour appliquer des innovations sur ce type de projet-là. Puis, on a aussi créé notre équipe AxLab qui se concentre davantage spécifiquement sur la recherche et développement, puis mener des projets pilotes comme les projets que Ivanka a mentionnés tantôt sur la robotique. On a essayé quelques types de robots aussi sur nos chantiers. On a aussi intégré des solutions d'information géographique. Donc, plusieurs intégrations d'informations aussi, différentes layers, différentes couches d'informations publiques et aussi privées pour qu'on puisse compiler ces informations-là pour nos projets. Puis, je suis très fière de le dire, on a aussi obtenu la certification ISO 19650 en 2022. Puis, en 2024, on a gagné notre premier prix en jumeaux numériques. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de ces innovations-là. Mais donc là, ici, ce que vous voyez, c'est pas très complexe. Donc, on est impliqué dans différentes phases de projet. Donc, différentes technologies peuvent être appliquées à différentes phases. Et on a des technologies qui sont opérationnelles. Donc, c'est déjà prêt, c'est déjà applicable et il peut être implanté. Alors, selon les besoins du projet, on va appliquer certaines technologies. Donc, on peut pas tout avoir sur tous les projets parce que c'est pas applicable ou c'est pas adéquat ou pertinent. Et lorsqu'on en a besoin, c'est là aussi qu'on va travailler de manière plus étroite avec notre équipe de recherche et développement pour implanter des technologies émergentes. Donc, pas encore testées vraiment, pas encore prouvées ou ni ayant des résultats, mais au moins on peut voir le potentiel. Donc, c'est là aussi on va faire des essais-erreurs. Dans le passé, on a eu beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de leçons apprises. Alors, on continue en ce sens dans nos projets. Euh, Là, je vais vous montrer un exemple en termes de technologie. Ivanka a mentionné le BIM. Donc, c'est avec la modélisation 3D qu'on va être capable de visualiser le projet, coordonner le projet en 3D, faire des différentes simulations. Donc, vous entendez beaucoup les simulations 4D, donc c'est les simulations de l'échéancier, mais on fait aussi d'autres types de simulations, des simulations d'équipement, faisabilité, euh, des simulations même pour des méthodes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est en 2020, on a fait la simulation, on a créé la simulation de la déconstruction du pont Champlain. Et, euh, et, et ce que vous voyez à gauche, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé en chantier. Donc, ce que vous voyez, on a planifié le projet, on a simulé les différentes méthodes et ensuite de ça, on l'a exécuté. Donc, ça, c'est un exemple parmi plusieurs qu'on a à Pomerleau pour montrer concrètement que c'est pas seulement de la recherche. À partir de 2012, on a commencé à implanter le BIM. Puis avec la charte de recherche, on a aussi fait beaucoup de recherches sur les logiciels pour simuler, pour intégrer différents types aussi de fonctionnalités. Donc, il y a ces recherches-là qu'on a pu aussi appliquer je vais juste avancer la vidéo pour voir le. Donc, ces vidéos-là, ils sont disponibles aussi sur YouTube. Alors, vous pouvez voir l'entièreté là, des simulations, de cette simulation-là qui dure quand même 5 minutes là, sur YouTube. Ensuite, donc, ça, c'est un exemple. Puis, sur ce projet-là, ça, c'est juste une des technologies qu'on a appliquées, mais on a aussi un jumeau numérique sur ce projet-là pour la déconstruction. On avait identifié chaque membrure du pont pour pouvoir identifier cette membrure-là, elle allait où. On allait l'envoyer dans les centres de recherche pour ne pas répéter les mêmes erreurs de conception de pont. On a aussi envoyé plusieurs morceaux aussi du pont à des organismes pour de l'art. On a aussi partagé, distribué des boulons à la population.
Puis, il y a aussi la simulation que vous voyez ici, c'est qu'il y avait aussi une grande, un grand aspect pour conserver, pour l'environnement. Donc, c'est une déconstruction sur l'eau. Donc, on ne veut pas non plus polluer l'eau du Saint-Laurent. Donc, il y a comme toute une méthode puis des étapes dans l'encapsulage pour la déconstruction. Donc, tout ça était aussi simulé. Je vais juste continuer. Hop, jumeaux numériques. Bon. Donc là, je vais aussi vous montrer un exemple de jumeaux numériques et de suivi de chantier. Donc pour nous, il y a une définition quand même assez générale du jumeau numérique. Nous, chez Pomerleau, on a notre construction twin, donc c'est notre jumeau numérique durant la construction. Donc, ça nous sert, entre autres, à faire le suivi de chantier, puis aussi à avoir une visualisation du chantier. Donc, il y a des projets où on va installer des capteurs et ces capteurs-là est aussi connectés avec notre modèle 3D. Ensuite, on va être capable aussi de simuler puis comparer qu'est-ce qui est planifié versus qu'est-ce qui est réellement construit. Donc, ici, vous voyez, c'est le projet en collaboration avec Ciment Québec. C'est aussi le projet où on a gagné le prix du jumeau numérique. Alors, tout part aussi de la modélisation puis de la planification. Et vous pouvez voir à gauche, c'est notre simulation et interconnecté aussi avec les capteurs qui ont été mis en chantier sur les silos pour pouvoir suivre l'avancement, mais c'est aussi pour suivre la cure du béton ainsi que toute la vibration puis ouais, c'est des déformations. Donc, ça, c'est un exemple concret aussi. Donc là, j'aimerais vous parler aussi des défis. Donc, c'est pas toujours tout facile, puis c'est pas toujours des succès. Ça, c'est jamais tout facile. Jamais facile. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de leçons apprises. Mais nos défis, quand même, c'est la formation. C'est qu'est-ce qu'on a appris, comment on va le transférer à d'autres projets, comment on va partager ces connaissances-là à l'interne, mais c'est aussi avec nos partenaires, avec nos clients aussi. On a aussi le défi des talents. Donc, c'est des talents qui sont ben, l'expertise, mais aussi la volonté de vouloir changer, puis vouloir innover, puis vouloir aussi améliorer l'industrie de la construction. Puis, même si tout ça s'aligne, il faut aussi avoir le bon timing. Alors, il y a l'évolution rapide des technologies, puis l'adoption des technologies, l'implantation, elle peut être beaucoup plus lente. Même si une technologie est disponible maintenant, elle fonctionne, mais peut-être que le projet, les variables du projet font en sorte que ben, ça ne marche pas. Puis même si tout est bien aligné, donc on a des projets avec succès, puis d'autres qu'on va apprendre de ça pour pouvoir aller de l'avant. Donc, comment on va aller de l'avant? Bien, on continue à garder l'esprit ouvert, on continue à rester au courant, on continue à s'améliorer aussi. Donc, dès qu'il y a une technologie qui est déjà prouvée, on veut que cela devienne aussi un standard. Un standard à l'interne sur nos projets, puis aussi avec nos partenaires. Et ce standard-là, il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit respecté, il faut que ce soit appliqué pour de vrai et pas seulement mis dans des documents. Alors, c'est beaucoup basé sur l'humain aussi. Donc, le futur, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une meilleure interconnectivité pour optimiser l'exécution. Donc, on a différents systèmes, on a différentes procédures, processus, puis on veut mieux streamliner. Je ne sais pas c'est quoi en français. On veut mieux euh, simplifier et rendre ça plus simple d'utilisation pour tout le monde, puis aussi connecter nos données ensemble. En parlant de données, il faut aussi avoir une bonne structure pour traiter une quantité de données dans nos projets pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, maintenant, elle est utilisée, mais de manière un peu plus sporadique puis très ponctuelle. Donc, le but, c'est de pouvoir avoir une solution d'intelligence artificielle qui est vraiment plus holistique dans l'ensemble de nos opérations. Puis, en plus, bon, mais on veut aussi que l'approche VDC, donc Virtual Design and Construction, devienne un élément clé dans la normalisation des processus. Ça veut dire que c'est plus, que ça devrait plus être une innovation, mais ça devrait être une manière de faire très normale
dans les projets. Donc, on ne se pose même plus la question. Ouais. Puis hier, tu m'as donné un exemple Oui. très, Comme pour certains projets complexes, comme la rénovation de la tour du stade olympique, il y a déjà quoi, 7, 8, 9 ans, ouais. la gérante de projet n'avait pas mis BIM comme innovation pour ce projet-là. Et quand je lui ai posé la question, ben, pourquoi? Elle a dit, mais c'est normal. Sans le BIM, on n'aurait pas pu faire ce projet dans les chantiers qu'on avait. C'était comme incroyablement utile, mais c'est pas une innovation, c'est un besoin, une nécessité. Donc, ça doit être comme ça. Ça devrait devenir normal Oui, c'est et ça. que ça devrait plus être une innovation. Donc, on voulait parler du futur ensemble. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour vous à l'ETS et au GRID et dans les chaires de recherche Ben, c'est ça, il faut identifier les prochains projets ensemble avec les partenaires de avec l'industrie, les toutes vous? partenaires, oui, oui. Ben, merci beaucoup. C'était tout de notre côté. Merci beaucoup, Ivanka. Merci beaucoup, Liu. Je ne mentais pas tout à l'heure quand je disais que vous formiez un duo de choc. On voyait bien comment votre dynamisme ensemble, puis comment vos présentations respectives se répondaient. Je peux vous inviter, voilà, à départager. Excellent. Donc là, il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Je vais peut-être vous poser une petite question d'entrée de jeu, puis on va laisser les questions du public. Donc peut-être une première question, juste vous l'avez mentionné plusieurs fois, mais pour synthétiser, une question tant pour Lieu que pour Ivanka, c'est quoi le lien entre les innovations numériques puis le site réel du chantier? Ouais, le site réel, la réalisation du chantier sur le chantier. Est-ce qu'on pourrait comme ramasser un petit peu les apprentissages que vous venez de nous faire là en 30 minutes en une petite phrase ou un petit statement? Disons que si on ne ramène pas la modélisation sur chantier, si on ne l'utilise pas, on a perdu notre temps 2 fois. Parce que d'abord, on a fait cette modélisation, puis on ne l'a pas utilisée. Et en plus, toutes les erreurs qui vont arriver sur le chantier, ben, ils vont arriver. Donc, et peut-être on a aussi fait perdre comment dire, euh, enfin, cette fiabilité de modèle, on l'aurait perdu parce il va pas être utilisé. Donc, c'est super important d'apporter le modèle sur des tablettes, sur des réalités virtuelles ou augmentées au chantier et vice-versa, de suivre qu'est-ce qui se passe sur le chantier avec, il y a plein de technologies de scan au laser ou de photos 360 ou juste photos qui en fait peuvent ramener l'information du réel vers le modèle pour qu'on puisse comparer comment le théorique et la réalité se rencontrent ou non. C'est vraiment cette bidirectionnalité qui est super importante si on veut utiliser toutes ces technologies comme il faut et avoir les bénéfices de ça. Tu peux peut-être Oui, tout à enchaîner. fait. Mais en fait, il y a deux aspects pour faire le lien en chantier puis apporter tout le travail en amont. C'est déjà, comme j'ai dit tantôt, c'est les talents, c'est nos coordonnateurs qui vont aller en chantier, qui vont apporter ces technologies-là. Et c'est la simplicité d'utilisation pour l'équipe en chantier. Parce que eux sont là pour faire le travail de construire. Alors, donc là, je suis très fière de pouvoir dire que sur plusieurs de mes chantiers, les surintendants ont leur iPad Pro parce que sinon, il y a quand même une barrière. Là. Si vous avez un iPad pas super performant, vous n'allez pas pouvoir voir toute l'information des modèles 3D. Mais donc, je suis très fière de dire que c'est eux qui nous demandent, bon, mais est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que l'information est bonne pour que je puisse l'utiliser? Lorsqu'ils sont en confiance, ils l'utilisent toujours. Alors maintenant, j'ai au moins 5 projets, minimum 5, qui ont la réalité augmentée sur les chantiers pour pouvoir faire la marche en chantier avec le modèle 3D overlay par-dessus
Et c'est là qu'il va travailler avec ses équipes pour planifier le travail qui s'en vient, mais aussi faire la marche avec les autres entrepreneurs pour déterminer si c'est vraiment bien installé tel que coordonné ou non. Donc, ça, c'est le premier point pour apporter la technologie en chantier. Puis la même technologie est utilisée aussi avec notre équipe de qualité. Mhm. Donc, elle va aller pour pouvoir faire les non-conformités Mhm. et de pouvoir compiler puis faire ce suivi-là. Donc, ça, c'est une technologie parmi tant d'autres. Donc, on a aussi toute la capture euh, d'avancement avec les vidéos 360. Puis ça, ben, l'autre étape, c'est de pouvoir analyser l'image pour pouvoir comparer les différences puis déterminer un pourcentage d'avancement. Ouais. Excellent, Donc, ça, c'est merci. deux exemples de technologies directement appliquées en chantier. Puis, c'est pas l'équipe d'innovation qui le fait, mais c'est vraiment les autres équipes qui utilisent justement ces informations-là. Mais ça prend Parfait. vraiment beaucoup de formation. Oui, Ouais. De beaucoup de différents types. sensibilisation, je dirais. Sensibilisation et formation, Oui. hands-on et Mhm. accompagnement. Mais si c'est facile, c'est eux qui vont Ouais. expliquer aussi aux autres comment Ouais. faire. Excellent. Je vois qu'on a énormément d'intérêt, énormément de questions du public. Donc, je vous propose de me faire la voix du public, puis je vais vous poser leurs questions, puis vous répondez soit l'une, soit l'autre, soit les deux, comme bon vous semble. Donc, on a une première question de Angie qui demande, donc, on voit une explosion en fait des coûts de la construction dans la plupart des gros chantiers actuellement. Quel est l'impact économique du BIM sur la réduction du coût global d'un projet de construction? Oui, Est-ce qu'il y en a un? donc, Euh, je vais commencer par l'expérience personnelle que j'ai eue quand j'ai travaillé chez Pomerleau. Parce que à l'époque, au début de 2012-2013, c'était pas une technologie qui était déjà confirmée comme une bonne technologie qui va rester, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup cette question-là. Alors, est-ce qu'on fait du BIM? Combien ça nous coûte? Combien ça va nous rapporter? Et au début, ben, on se fiait juste sur la littérature qui disait que on peut récupérer, on peut épargner entre 8 et 10% de coût de la construction si on utilise le BIM. Là, on s'est dit, OK, mais ça, c'est la littérature. Nous, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour de vrai. Et sur quelques projets, on a eu 7 et 8% d'épargne, d'épargne vraiment de coût de la construction quand on utilise le BIM. Maintenant, combien ça coûte de faire le BIM, parce que c'est pas baguette magique non plus. On considère que c'est entre 0,7 et 1%. Tu vas me corriger si ça a changé de coût de coût de la construction. Mais ça, je l'ai entendu pas seulement de Pomerleau, mais aussi de Canam, par exemple, qui vont faire énormément de modélisation et de simulation pour après streamliner, mon préféré, pour rendre l'exécution fluide et sans erreur. C'est peut-être 1%, surtout si on va utiliser le BIM aussi pour la gestion des actifs après. Ceci étant dit, on a aussi posé plusieurs fois la question à nos sous-traitants. Là, je mets mon chapeau de ex-Pomerleau parce qu'à l'ETS, on n'a pas de sous-traitants. Mais c'est ça, on a posé la question euh, comment vous avez vu le BIM? C'était quoi l'impact après que vous avez utilisé le BIM pour un premier projet avec BIM? Premier projet. Un entrepreneur de ventilation nous a dit qu'il a épargné 85% de retravail. Donc, c'est pas jusqu'à 80%, 85%, c'est de 85% de retravail. Ça, c'est la première utilisation de BIM. Ça veut dire le temps qu'il a mis à modéliser, à coordonner. Après, il l'a récupéré, je ne sais pas combien de fois sur chantier parce qu'il n'avait rien à retravailler, parce que tout était réglé dans le virtuel. Et en sous-traitant de plomberie, nous a dit qu'il a diminué de 20 à 30% son temps d'installation sur chantier. Encore une fois, donc on met on investit en amont. Et ça, c'est vraiment très typique pour tous les types de travail collaboratif. On investit en amont, puis après, on récupère en exécution. Et aussi en qualité, mais
peut-être tu pourrais dire Ben, plus. Quelque chose à je ajouter, pense Liu? que tu as fait vraiment le tour. J'aimerais juste peut-être ajouter un seul point, c'est que j'aimerais qu'on ait un autre point de vue par rapport au coût du BIM, parce que l'idée, c'est de pouvoir changer les manières de faire, donc transformer nos façons de faire. Alors, est-ce qu'on va poser la question combien ça va coûter pour faire l'estimation? Est-ce que combien ça va coûter pour, euh, pour peu importe quelle action qu'on va mettre pour le projet. Alors, Mhm. il faut que ce soit intégré parce que de toute façon, en bout de ligne, c'est à chaque effort qu'on va prévenir puis éviter les nombreux changements, éviter le retravail, mais c'est déjà un grand bénéfice. Ça va toujours coûter quelque chose, mais il faut transformer les façons de faire. Donc, c'est pas Parfait. seulement, ah, si je fais du BIM, c'est ça, puis si je fais pas de BIM, c'est ça. Il faut transformer les manières de faire. Donc, on ne va pas poser des questions combien ça va coûter de planifier Mhm, mhm. le travail. Ça fait partie du travail, faire la planification, par exemple. Excellent. Et Il y a peut-être, une autre. excuse-moi, un autre aspect qu'on peut-être ne pense pas quand on parle construction, c'est la gestion des actifs, la déconstruction, la possibilité d'adapter certaines parties de bâtiments pendant son utilisation, pendant son cycle de vie. Donc tout ça, c'est encore très peu, vraiment très peu vu et utilisé. Mais Mhm. tous les schémas de calcul de retour sur l'investissement disent que c'est là qu'on va récupérer le plus de l'utilisation de cette information qui est intégrée, qui est accessible, qui est disponible. Parfait. Une question justement, bon, on va rester avec le BIM là, mais plutôt dans le cadre d'optimisation des processus de gestion de projet. À quel moment en fait il faut qu'on intègre le BIM? Est-ce qu'on doit l'intégrer dès la phase de conception ou est-ce que c'est plus pertinent de l'intégrer lors de la phase de construction? C'est une question de Redouane. Il faut l'intégrer dès inception du projet. Donc, déjà dans la programmation, qu'est-ce qu'on va faire, quelle information qu'on aura besoin à chaque étape pour pouvoir bien planifier le travail. Donc, je veux faire un retour sur la norme ISO 19650, c'est d'être clair sur les requis en information dès le début, même avant qu'on va penser à quel type de concept ou de conception qu'on fait. Donc, il faut vraiment dès le plus tôt possible. Donc, nous, on a la chance de pouvoir commencer dans certains projets dès le début, mais dans le passé, on arrive seulement à l'étape, bon, mais on est prêt pour la construction. Donc là, plusieurs technologies ou plusieurs manières de faire, c'est comme trop tard. Donc, les bénéfices, c'était déjà perdu. Alors, le plus tôt, le mieux que c'est. Oui, Mhm. De manière intégrée, bien sûr. mais si je peux ajouter, très souvent, ils vont venir nous appeler, oh, on a un problème, on n'arrive pas à coordonner, c'est mal fait, on ne comprend rien, on a plein d'erreurs. Puis là, le BIM va sauver le projet, en fait, tout en sachant que ça va accumuler un peu de retard pendant qu'on modélise, qu'on fait la coordination, etc. Mais après, le projet va pouvoir bénéficier quand même. C'est Mhm. c'est ça. Excellent. Une question aussi, parce que Pomerleau, c'est une grosse entreprise. Une question par rapport au PME et par rapport au BIM. En fait, quelle est l'accessibilité, par exemple, actuelle des entreprises, en fait, par rapport au BIM, les PME? Comment est-ce qu'on peut se procurer, en fait, ces outils lorsqu'on est une PME? Puis surtout, à partir de quel montant de projet, c'est ça, le BIM vaut la peine, ça vaut la peine d'investir dans le BIM? Je voudrais peut-être commencer par le premier point, c'est pour les PME, c'est comment vous pouvez commencer. Il y a l'initiative québécoise pour le virage numérique. Donc, c'est par le gouvernement, puis c'est aussi fait avec le grid. Oui, on les accompagne aussi. Donc il y a un accompagnement pour les petites et moyennes entreprises qui veulent entreprendre Les les évaluations. actions pour entamer la transformation numérique. Donc, ça commence par l'évaluation là, de l'entreprise. Vous êtes rendu où dans votre maturité? Mm. Ensuite de ça, il y a quand même une série de recommandations, puis il y a aussi des subventions du Oui, gouvernement pour ça. oui.
Franchement, je pense que toute cette grosse cohorte d'étudiants que nous formons chaque année, ça va être les futurs vecteurs de changement dans l'industrie. Puis, s'ils savent, ils ont dans leurs mains cette connaissance, ces outils-là, ben, c'est eux qui vont pousser vers une numérisation plus profonde de ces entreprises-là. L'autre côté, c'est les donneurs d'ouvrages publics qui vont commencer à exiger euh, Mhm. l'utilisation de BIM. Et je pense que tout le monde doit se transformer. Il va y OK. avoir peut-être une petite agglomération de certaines toutes petites entreprises. Mais franchement, quand on regarde que le BIM, c'est trois aspects habituellement, technologie, processus et organisation ou culture, c'est l'organisation et la culture qui est la plus difficile à changer. Donc, c'est Mhm. pas tellement le coût d'un logiciel. En plus, maintenant, très souvent, les logiciels ont un abonnement. Donc, si tu travailles sur un projet pendant 3 mois, ben, peut-être que tu n'as pas besoin, et tous tes projets ne sont pas en BIM, peut-être que tu n'as pas, t'as pas besoin d'acheter le logiciel, mais tu vas juste t'abonner pendant ces 3 mois. Mhm. Mais Aussi, suivre l'exemple des grands et se faire accompagner par eux, c'est aussi une façon d'entrer, puis après de voir les bénéfices parce que les entrepreneurs spécialisés, ils ont énormément de bénéfices de l'utilisation du numérique. C'est juste ces mhm. deux exemples que je vous ai mentionnés, c'est comme incroyable. Et l'impact que ça va avoir sur les prix de la construction, sur le coût de la construction. Mais justement, quand on parle de bénéfices, est-ce que vous savez où il y a un montant minimum de projet à partir duquel c'est intéressant d'investir dans le BIM, puis en dessous duquel c'est moins intéressant? Je dirais que c'est la feuille d'adoption de, comment ça s'appelle, la feuille de route. La feuille de Je route l'ai présentée tout gouvernementale. à l'heure. La feuille de route gouvernementale qui donne en fait ces montants-là. Parce qu'on dit pour OK. un projet de 50 millions et plus, on utilise le BIM pour ces utilisations. Parce qu'il y a la coordination multidisciplinaire qui est la première utilisation, qui est la plus bénéfique et la plus facile, mais quand même, il faut avoir le modèle. Après, bon, il va y avoir le 4D, le 5D, etc. Mais avec les années, disons, le montant de 50 millions va descendre à 15 millions. Puis la Ville de Québec, depuis déjà 10 ans, bon, peut-être un peu moins de 10 ans, mais ils obligent l'utilisation de BIM même pour leur projet de 1 million. Donc, vous voyez la panoplie Mhm. d'exigences qui augmente. Donc, Mhm. c'est Puis ça. toujours en lien avec le BIM, quelles sont les infrastructures, les équipements dont on a besoin pour faire rouler ce type de technologie? Est-ce que ça demande un gros investissement supplémentaire ou est-ce qu'avec mon ordinateur portable, là, je peux le faire rouler? Ça va dépendre de votre rôle. Donc, c'est sûr que si vous devez modéliser, vous avez besoin d'avoir un ordinateur un peu plus puissant pour faire rouler le logiciel de modélisation. Mais sinon, pour visualiser l'information, tout est déjà sur le cloud, donc l'info nuagique. Donc, en général, les plateformes de collaboration puis de coordination sont sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur très puissant pour pouvoir consulter l'information puis participer au flux de travail, par exemple, d'annotation, d'approbation, etc. Donc, c'est sur Internet. C'est vraiment seulement ceux et celles qui doivent modéliser et qui doivent faire rouler plusieurs logiciels très performants. Là, par exemple, mais c'est pas la grande majorité des usagers. Parfait. On a une question très pointue de Christian qui demande, est-ce qu'il y a des modules ou des méthodes déjà existants pour le transfert des informations afin de faire un échéancier sur MS Project? Mhm. Parce que votre échéancier commence avec un Excel, puis vous voulez l'importer dans MS Project, ou bien c'est...
Bonne question. C'est peut-être un peu pointu là. Peut-être que la personne peut expliciter dans le chat ce En qui veut fait, dire qu'on pourra revenir. en fait, nous, peut-être juste pour finir sur la planification, il y a quand même plusieurs logiciels qui vont aider à la planification, mais on a aussi d'autres logiciels, par exemple, des modules que nous, on a développés à l'interne pour visualiser l'échéancier différemment, donc de manière visuelle, puis on va y aller par jalon, puis on va appliquer les approches de Lean Construction. Donc, il y a quand même des logiciels qui vont aider à ça. Je ne sais pas si ça peut aider à répondre à la question. Parfait. Gérard demande, donc dans l'intégration BIM qui a été réalisée à ce jour, est-ce que vous avez implémenté des liens bidirectionnels entre le modèle numérique et le chantier pour actualiser de manière automatisée les différents aspects du projet? Puis on parle de Quick Theories Path, une modification imprévue à la configuration initiale, puis toutes les ramifications que ça implique. On l'a déjà testé pour bidirectionnel. Par contre, il y a quand même beaucoup de limitations technologiques, je vous dirais, là, sur la structure des données. Ça se fait, mais là, actuellement, ça va seulement être unidirectionnel dans les deux côtés, mais pas automatisé. Ouais, puis il y a aussi, en plus des technologiques, il y a des limitations aussi déontologiques. Parce que, OK, on pourrait mettre à jour quelque chose. Est-ce que cette porte, elle va être plus large, par exemple, dans mon modèle? Oui, mais je ne suis pas responsable de la création, de la modélisation de cette porte-là. C'est l'architecte qui est responsable ou une autre discipline. Donc, cette responsabilité professionnelle, elle doit rester intacte. Donc, tu parles plus pour la conception. Mais non, même si c'est en exécution, OK, je n'ai pas ouais. droit à modifier Ben, je vous quelque chose qui modifie, c'est a ça. été, oui. Exact. Donc, oui, il y a des projets de recherche qui se font encore sur ce sujet-là, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de travail d'analyse sur les données qui sont QI sur l'existant. Par exemple, si on veut mettre un jour l'existant, puis clairement, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Euh, Parfait. Il y a deux dernières questions qu'on va prendre. Une question de Guy qui dit que donc vous avez mentionné le travail en 3D au début de la présentation. Quels sont les logiciels qui sont utilisés particulièrement pour ce travail en 3D? Puis, quelle proportion d'ingénieurs et architectes utilisent ces logiciels-là? Je voudrais vous dire que pendant la conception, c'est les concepteurs qui vont choisir leur logiciel préféré. Actuellement, nous en exécution, on reçoit beaucoup les modèles Revit, donc le logiciel Revit, mais nos entrepreneurs, eux, ils travaillent sur d'autres types de logiciels de modélisation pour permettre leur préfabrication. Donc, j'ai des gens j'ai des on travaille avec des entrepreneurs qui travaillent sur CAD/MEP, qui modélisent sur CAD/MEP. Et on travaille aussi avec des entrepreneurs en structure d'acier qui vont utiliser Tekla pour la modélisation. Donc, ça va dépendre des différents usages pour des logiciels de modélisation. Il y en a vraiment beaucoup. L'idée, c'est de pouvoir, peu importe quel logiciel de modélisation, qu'on va pouvoir, que ce soit interopérable, alors qu'on puisse avoir un fichier qu'on peut l'importer dans notre propre logiciel pour pouvoir continuer le travail. Parfait. Et une dernière très belle question qui s'adresse à toutes les deux, qui fait une belle synthèse. Est-ce que vous pourriez élaborer sur les impacts que vous avez observés sur l'intégration de l'IA dans votre pratique, donc ça c'est pour le lieu, ou sur la recherche pour Ivanka? Euh, En fait, l'intelligence artificielle, il faut quand même être éthique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, on a quand même, avec notre équipe de cybersécurité, là, on a quand même des balises à respecter. Par contre, on est en train justement de faire beaucoup de tests et de développement pour structurer nos données à l'interne et aussi pouvoir utiliser l'intelligence artificielle aussi dans la vie de tous les jours, hein. Donc, les rencontres, les livrables. Donc il y a quand même un impact. Ça va aider, mais ça ne va pas vraiment remplacer personne. Oui, alors je vais commencer par l'utilisation
dans les cours, parce que Mhm. les étudiants ont vite découvert ChatGPT. oui, l'intelligence Moi, j'ai un artificielle truc. générative. Mis à part la blague, effectivement, il y a énormément d'applications. Une des applications, par exemple, et ça va faciliter l'utilisation de BIM aussi, c'est comment dire, Natural Language Processing. Donc, c'est pouvoir questionner le modèle dans ton langage normal. Et de cette façon-là, on va pouvoir interagir avec le modèle sans connaître l'interface d'un logiciel complexe, etc. Donc, rendre simple l'utilisation de la technologie. Exactement, rendre simple l'utilisation de la technologie. Euh, En tout cas, c'est la prévisibilité la maintenance des actifs, par exemple. C'est quelque chose qui est basé sur l'apprentissage machine. Il y a énormément d'utilisation et je pense que, en fait, chaque projet de recherche pourrait aussi presque bénéficier de l'intelligence artificielle. C'est juste un autre outil. Donc, nous, on ne fait pas de la recherche sur l'intelligence artificielle. On n'est pas dans le département de technologie de l'information ou un truc spécifique à l'intelligence artificielle. On va appliquer et il y a énormément d'endroits où on pourrait appliquer. Mhm. Parfait. Bah, écoutez, Lieu, Ivanka, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Génium 360 pour ce webinaire. Merci aussi beaucoup au public d'avoir suivi ce dernier webinaire de l'hiver 2025 sur la thématique technologie émergente au Québec. Il y avait quand même plus de 620 personnes qui ont suivi le webinaire tout du long aujourd'hui. C'est assez conséquent. Ce webinaire, bien sûr, donc clôt notre série pour l'hiver. Restez attentifs aux prochaines activités organisées par Genium 360. Puis je vous remercie encore tous d'être là et Pour votre merci à attention. nos deux Merci à tout le présentatrices. monde. Merci. Bye. Bye.